Santé, je vous en reparle tout de suite. Non. Donc je te propose qu'on parle de Patient 13. Patient 13. On en a déjà presque trop dit. Et ma première expérience, c'est de dire que c'est quand même moins bien que d'être autour d'une table. Oui. Mais donc ce groupe, qui était dans l'édition 3.5, est reparti dans la 5e édition. Et tu vois, c'est ce jour-là, sur la tombe de Siegfried, que je me suis dit, en fait, tout ce qui compte dans un groupe, c'est vraiment l'amitié. Oh, les gens! Ah bah merde alors! Qu'est-ce que vous faites là? Bonjour! Vous êtes à 1m50, j'espère, hein? En ces temps troublés, en ces temps étranges, où il devient difficile de faire du jeu de rôle. Exactement. Et on pourrait peut-être en faire un sujet. Comment faire du jeu de rôle en étant confiné? Oh là là, Gilles, t'as de ces bonnes idées, toi. C'est incroyable, ça vient de me venir comme ça. Et alors, aussi, la question, c'est qu'est-ce qu'on pourrait boire en cette période de confinement? Eh bien, je te propose qu'on boive des bières. Des bières? Oh là là, mais où est-ce que vous avez fait ça? C'est la bière du jour, c'est la Blonden Os de la brasserie Bourgogne des Flandres. Jamais essayé, on va voir ce que ça donne. Alors, avant que l'on passe sur le sujet principal, il y a quelques annonces personnelles et... mon annonce, c'est que la bière risque de... J'espère qu'elle ne va pas jeter partout. T'es prêt, hein? Tu la chopes? Oh, oui. Ah, ça va. Oui. Donc, au cas où vous ne l'auriez pas vu, parce que on a déjà parlé sur les réseaux sociaux, sur la chaîne et à d'autres endroits, mais donc, mon système de jeu de rôle, le système des critiques, Santé, je vous en reparle tout de suite. Elle est bonne, c'est une bonne blonde. Ça passe bien. Le système des critiques est fini, vraiment, il est terminé, et il est peaufiné. Il est peaufiné. Et comme c'était le cas avant, il est toujours gratuit en PDF. Vous pouvez télécharger les PDF gratuitement, je mets le lien dans la description. Mais il est aussi achetable. J'aurais mieux fait de préparer ça. Ah, bah bravo! Mais il est aussi achetable en beau papier. Non pas que le papier de l'autre édition soit pourri. Hein. Voilà. Et donc vous pouvez, je mets le lien, donc il est auto-édité sur lulu.com et vous pouvez, si vous voulez me soutenir, acheter ces livres. Donc il y a des versions, je vous renverrai plutôt vers la vidéo qui en parle plus en détail, mais donc il y a des versions, des petits tomes de ce format ici, qui sont pas trop chers du tout. Honnêtement, je gagne pas grand chose dessus, c'est pratiquement vous payez que le papier. Il y a aussi une version cartonnée qui est un petit peu plus chère parce que c'est du carton, qui reprend les livres 1 et 2. Il y a le bouquin de scénario avec 5 scénarios. Moi, alors perso, voilà. Hein, c'est tous des très beaux bouquins. Moi, je préfère perso la version cartonnée parce que ça permet, tu vois, quand tes aventuriers sont en train de discuter ou de faire perdre du temps à l'aventure, de faire comme ça, tu vois. Bon, j'ai pas des assez longs ongles, mais... C'est tout ce qui compte. Mais donc voilà, vous avez en ligne, et j'en reparlerai parce que c'est quand même quelque chose dont je suis assez fier, j'ai souvent du mal à terminer quoi que ce soit, et donc c'est une chose que j'ai terminée, c'est ce système, que vous pouvez télécharger gratuitement, ou acheter sur lulu.com. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de ce système et d'un autre système, transition entre mes 3 annonces... J'ai lu, c'est bien, tu vas expédier les pubs dès le départ. Discord, on va lancer un serveur Discord qui s'appelle Eaterpunk, qui ne va pas parler que du jeu de rôle Eaterpunk. En fait, je trouve que le terme est toujours sympa, il fait magie, fait jeu de rôle. Donc, on a lancé un serveur qui s'appelle Eaterpunk, qui va être le serveur Discord officiel de Zone Geek, et qui va, entre autres, parce qu'on me pose souvent la question, mais on me pose la question ou te poser des questions à propos de ton système, eh ben, ce sera sur le Discord, et donc ça permettra un petit peu d'avoir un historique de tout ça. Et donc, le lien est dans la description pour ce Discord Eaterpunk. Et donc, il y a des livres que vous pouvez commander sur Lulu, il y a un Discord qui est en train de se mettre en place, mais Gilles, c'est presque comme si on avait du mal maintenant à se retrouver les uns les autres pour faire des jeux de rôle. Et il y a encore un truc. C'est alors faire ma gueule. Le système Shonen Go, parce que il y avait pas mal de gens qui étaient excités pour ça, c'était un autre système que j'ai créé, qui est précisément fait
pour créer des jeux de rôle dans des univers de manga shonen neketsu. Donc vraiment les trucs à la Hunter x Hunter, Dragon Ball, Naruto, One Piece, avec des héros qui deviennent de plus en plus forts. Les manga Jump. Grâce au... Ouais, vraiment, c'est le cliché Jump. Et donc, j'ai pour le moment le document brouillon qui est toujours en cours de création, qui est disponible, je le mets dans la description. Et donc, il y a les règles pour le moment de Dragon Ball. Et d'ailleurs, on va parler du premier test Dragon Ball un petit peu. Et bientôt, Actual Play, Dragon Ball, j'ai tous les invités. On vous en reparle. Mais si on parlait du sujet de la vidéo, maintenant que toutes mes pubs sont faites. Eh ben oui, donc... je devrais absolument m'empêcher de tousser pendant cette émission, ça va mettre tout le monde mal à l'aise. En cette drôle de période que nous vivons pour l'instant, il devient de plus en plus difficile de se réunir pour faire des jeux de rôle. Et c'est très mal, puisque, évidemment, on a tous envie de se changer les idées, de partir dans des mondes magiques, éthérés, voire de science-fiction, pour se changer les idées. Alors, comment faire, mon cher Gilus? Que vous nous proposez-vous? Parce que nous, on n'a pas perdu notre temps, on a continué à faire des jeux de rôle pendant toute cette année, et on a deux, trois trucs à vous proposer. Alors, la première chose qu'il faut qu'on dise de manière très honnête, c'est que on n'est vraiment pas les meilleures personnes pour vous donner des conseils sur les jeux de rôle en ligne. Parce que on commence à en faire maintenant par la force des choses, mais on n'est pas des experts, on apprend, on est toujours en train d'apprendre, mais ce qu'on va faire ici, c'est... On va bel et bien donner quelques conseils, mais c'est plus vous parler de notre expérience, de nous lancer tout doucement dans le jeu de rôle en ligne. Oui. Et ma première expérience, c'est de dire que c'est quand même moins bien que d'être autour d'une table. Oui, alors je suis d'accord avec toi. Pour tout vous avouer, les voyeurs. Donc on avait lancé, juste avant que tout ce merdier se mette en branle, j'avais lancé une campagne de vampires. Et la campagne de vampires, on vous a raconté la première aventure, c'était c'était l'histoire qu'on des 20 précédents ou pas? Je crois que c'est le précédent. Précédent. Ouais. Ici, on a encore une aventure sous le coude qu'on a joué. Donc on a fait un nouvel scénario de vampire. Mais Vampire est un jeu de rôle que, en tout cas, moi, j'ai mis en place pour qu'il soit tellement roleplay. Ce sont des histoires de roleplay, de dialogue et de rencontre entre différents personnages, qu'on s'est dit, si on doit commencer à jouer en vidéoconférence, on va essayer autre chose. Et d'autres choses ont été essayées avec plus ou moins de réussite. Oui, voilà, on a fait quelques parties. Entre autres, on a fait une partie de Rêve de Dragon, comme ça, qui s'est plutôt bien passée, mais on en parlera, on va en aborder aujourd'hui, ou on va faire une émission spéciale? On fera une émission Rêve de Dragon. On n'a pas grand-chose à raconter en termes de scénario lui-même, mais rien que pour parler de l'univers, ça vaut le coup de faire une petite émission rien que pour lui. Ok. Mais en fait, pour moi, le plus gros problème pour les jeux de rôle en vidéoconférence, c'est que ça casse toute une dynamique de groupe. Tout à fait. Parce qu'il n'y a jamais que 2 personnes qui parlent. Absolument. Et donc, tu vas être 5 ou 6, en général, 4 ou 5 joueurs plus le maître de jeu. Et quand le maître de jeu parle avec quelqu'un à côté de lui, les gens qui ne participent pas à la discussion, ils peuvent s'échanger quelques petites blagues, quelques mots, ils peuvent écouter ce qui se passe un peu aussi, mais d'une oreille, tout en... Ils ont plutôt intérêt, oui. Voilà. Il y a des interactions et des choses qui se passent. Quand on est dans un salon de discussion, c'est impossible, parce que une personne qui parle, tu ne peux pas parler au-dessus de quelqu'un d'autre. Toutes les voix sont au même niveau. C'est quelque chose, je ne sais pas si ça vient de notre table et de notre éducation de maître de jeu et de joueurs d'ailleurs, si c'est spécial à nous. D'ailleurs, dites-nous comment ça se passe chez vous dans les commentaires. Il y a effectivement le maître de jeu qui va soit s'adresser à toute l'assemblée, ou alors faire du roleplay avec une personne, et comme tu le disais, les autres vont peut-être continuer à faire du roleplay de leur côté, bien sûr, entre eux. Ou un peu décrocher et parler d'autre chose, mais un peu plus bas. Ici, ça n'est pas du tout possible, même s'il y en a certains qui essayent quand même, hein, Moustache, si tu nous écoutes, mais quoique il s'agit. Mais ça fait qu'il y a beaucoup de moments où quelqu'un va se dire, je ne peux pas parler, je ne peux que assister à ce qui se passe, et donc l'entrain
voilà, c'était le mot que je cherchais. L'entrain va un petit peu baisser. Ouais. Et ça n'a pas été facile hein, au début. Non. Alors, on a une solution pour ça, qui est... C'est muter tout le monde. qui est très pratique sur Discord, mais Discord a ses propres faiblesses, on en parlera après. Mais pour ça, Discord est très bien fait, c'est qu'on a donc on peut diviser un serveur en différents salons, et donc on a un salon de discussion en aparté. Oui. Et donc, quand le maître jeu va faire du roleplay avec un autre joueur et qui sait que ça va prendre du temps, ils vont tous les deux à part. Parce que ça permet que les autres puissent se lâcher un petit peu. Parce qu'on a eu ça, entre autres, on va parler de Patient 13 aujourd'hui. Et on a eu ça des moments où un joueur va avoir 1 heure de roleplay, où les autres ne peuvent rien faire d'autre que regarder et écouter ce qui se passe. Oui. Mais on a... Et on a eu, je dirais, un peu le même problème, mais même en présentiel, c'est comme ça qu'on dit, dans la partie de Vampire. Mais la partie de Vampire, on vous la racontera une autre fois. Mais il y avait de nouveau le groupe qui se séparait en deux, avec 2 personnes qui ne faisaient rien et 2 personnes qui faisaient toute l'aventure. C'est compliqué. C'est compliqué. Et pour l'instant, je ne pense pas qu'on ait trouvé... Il n'y a pas de truc magique. Il n'y a pas de solution parfaite, mais en effet, faire un petit salon à part de discussion quand on sait que ça va être long, c'est déjà ça de gagner. Et donc, on a commencé avec Discord. Et on va parler de quoi? On parle de Donjons et Dragons aujourd'hui ou pas? on va juste faire l'annonce. On va pas raconter le scénario parce que je crois qu'on pourra bien en reparler. Mais on peut annoncer que les premiers Histoire au coin des 20, ils tournaient beaucoup autour d'une partie de Donjons et Dragons que je masterisais. Avec vos personnages, Ganshu, Gilliam, Lupercal, Lila et Tuko. Ouais. Donc il va falloir retourner. Comment s'appelle cette vidéo là? Je crois que la dernière scène qui s'appelle la suite d'échecs critiques. Oui, je pense. Ça date d'il y a des années, quoi. Et donc cet univers, je l'avais vraiment abandonné. Et récemment, vraiment en fait sur les 1 an et demi dernier, j'ai été vraiment complètement absorbé dans le merchandising de Donjons et Dragons 5e édition. Donc j'ai acheté tous les bouquins, j'ai acheté toutes les cartes. Regardez-moi ce gros tas de... J'ai acheté de goodies. Toutes les cartes pour que les gens aient leur sort en main, parce que Donjons et Dragons c'est quand même assez compliqué. T'as des personnages qui ont plein de pouvoirs, qui ont plein de sorts. Leur sort en main, j'avais compris, pour que tout le monde ait son sang romain. Je me suis dit du sang romain. Non, pas du sang romain, leur sort, les cartes de sort en main. Et donc j'ai tout préparé pour qu'on joue évidemment en live, parce que les cartes, je ne vais pas les donner à travers l'écran. Bien que certaines facilités m'ont aidé par après, on en parlera. Mais donc ce groupe qui était dans l'édition 3.5 est reparti dans la 5e édition. J'ai recréé vos personnages à votre niveau de l'époque qui était le niveau 7. Et dans la 5e édition, et tout ce que je vais spoiler, c'est que le monde dans lequel vous jouiez est détruit. Oui. Et vous réapparaissez dans les royaumes oubliés. Je vais juste en mettre une couche. Donc toi, tu te retrouves avec tes bouquins, somme toute, ils vont te servir. Mais tous les goodies et tous les trucs pour les joueurs qui servent à rien... Ils serviront dans quelques mois. Moi, personnellement, mes chers petits amis, j'ai investi dans une imprimante 3D, dans des figurines imprimables, faites sur mesure et tout, pour qu'on ait... Je me disais, ça va être trop cool. On va avoir nos figurines qu'on a faites à la main, sur le plateau, avec des monstres que j'allais pouvoir... et des décors que j'allais pouvoir t'imprimer. Et j'ai acheté aussi, j'ai participé... niet kékette branlette, les amis. Pas pour le moment, pour l'instant, ça servira à rien, à part faire une table pour faire un peu de kill team avec des gens que je pourrais éventuellement voir. Mais pour l'instant, c'est difficile d'être gamer. Oui, honnêtement... c'est pas la même chose. Donc, moralité, Donjons et Dragons va revenir. On le garde évidemment pour une émission à thème. Donc, dans l'avenir, on fera du vampire, on fera du rêve de dragon, on fera du Donjons et Dragons, Hearthstone. Hearthstone, et pourquoi pas. Mais bon, je me demande s'il va pas aller dans une émission fourre-tout parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'a pas grand-chose à raconter à part décrire l'univers. Mais Hearthstone, moi je pense que c'est quelque chose, ça va nous revenir au fur et à mesure qu'on va le raconter. On peut ficeler une vraie
émission sur Earthbound. Ok. Mais, mon cher ami, je sais pas depuis combien de temps on a commencé, et on a fait que des annonces, Ah oui. et chouiné. Eh mais oui. Donc peut-être que les gens, ils veulent du game, Non. donc je te propose qu'on parle de Patient 13. Patient 13. Qu'est-ce que Patient 13? Qu'est-ce que Patient 13? Donc, alors, pour la petite histoire, quand le confinement commence, je sais pas si c'était le même chez vous, chez nous, amis de Tsiplou et d'autres Kiébins, mais je me dis, bon, je vais essayer de trouver des petits jeux sympas, avec des règles simples qu'on peut faire en Discord. Et je tombe un petit peu... c'est par le site, le GROG. Très bon site, si vous aimez les jeux de rôle. Ah oui, faut aller sur le GROG, c'est la mecque. C'est l'équivalent d'IMDB pour jeux de rôle, quoi. Voilà. Ça décrit tout ce qui est... Je tombe sur les jeux de rôle de James Tornade, auteur prolifique, qui a l'air très sympa. J'ai vu quelques interviews de lui. Et l'un de ses plus grands succès, c'est Patient 13. Un jeu de rôle, je vais pas trop, enfin, on vais pas trop en dire, mais on va quand même raconter la première aventure. Et je me dis, c'est des petits bouquins, vraiment des jeux de rôle clés en main, des bouquins qui sont pas énormes, qui sont pas chers, et donc je me dis, je vais acheter 3 de ces jeux. Donc je pense que même toi, le 3e, tu ne sais pas ce que c'est, mais je vais en parler maintenant. Ça n'a pas besoin d'être des surprises. Donc Patient 13 est un jeu de rôle qui se passe dans un asile de fous, où il y a des éléments... J'avais lu un terme, je sais plus, mais genre asilo-fantasy, je sais plus. Asilo-punk, je sais plus. J'avais vu un terme qui décrivait un petit peu cet univers. Le terme pour Patient 13, c'est Asylum Fantasy. Ok. Et je me suis aussi payé... Ah merde, je le dirais 1000 fois maintenant. Un jeu où, en gros, vous jouez des Hellbilly... En gros, vous jouez des méchants dans des slashers des années 80. Celui-là, c'est les Rushmore, voilà. Ça s'appelle Rushmore. Et un 3e qui s'appelle La Nuit des Chasseurs, qui est un one-shot un peu dans le monde... Enfin, c'est un peu du Deadlands, mais pas tout à fait. Et donc, fort de ces 3 bouquins, je me dis, je vais lire et commencer le principal, parce que je n'avais vu que des... Pour moi, Patient 13 n'avait été que encensé. Je n'avais lu que des bonnes critiques, et c'est le plus grand jeu de rôle français, c'est incroyable, c'est extraordinaire. On peut dire que c'est original, ça c'est certain. Et je pense qu'il l'auto-édite sur Lulu, non? Il l'auto-édite sur Lulu. Oui, tant que vous y êtes, vous pouvez acheter le système des critiques. Tu devrais faire un pack avec, avec James Tornade. Mais c'est pas du tout le même genre de jeu de rôle. Toi, c'est beaucoup trop simulationniste. Et donc c'est un jeu de rôle qui va mettre en scène des joueurs, des personnes, qui va mettre des joueurs en scène en tant que des personnages qui ont perdu toute leur mémoire et qui se réveillent un matin dans un asile de fous, mal tenu, glauque, où ils sont traités comme du pu. Et ils ne se souviennent de rien, ils ne se souviennent même plus de qui ils sont exactement. Et à la lecture, je me dis, putain, c'est génial. Ça ne peut que bien tourner. Mais comme souvent, quand tu commences à masteriser, tu déchantes un petit peu. Puisque après avoir lu le bouquin, je me rends compte, je suis l'un des conseils du bouquin qui est de dire, avant même que les joueurs ne sachent rien, même quand ils viennent autour de la table, ils ne doivent rien savoir, puisque leurs personnages n'ont plus de mémoire. Donc je fais venir tout le monde sur Discord, le soir même, et il faut commencer à créer des personnages. Mais tout le monde... Alors, je vous ai vraiment tous senti... Alors déjà, c'était l'une des premières parties qu'on faisait sur Discord, donc tout le monde n'était pas super à l'aise avec ce format-là. Et puis, tout le monde était un peu méfiant, et je leur disais, bon, allez, faites votre personnage, vous choisissez 3 points de caractère. Moi, j'ai essayé d'être rapide, parce que je savais que les autres attendaient. Mais mon cher Gilus, toi, comme d'habitude... Tu as été parfait. Hein, je le suis toujours. Tu as été très bon et tu as vite inventé un personnage, je dirais, avec un caractère. Mais les autres étaient complètement perdus. Et en plus, comme ça se veut relativement glauque et agressif dès le départ, je me suis dit, oh là là, les gens n'ont vraiment pas l'air d'accrocher. Et je sais pas combien de séances on a fait. Honnêtement, je crois que tout le monde a accroché. Ah, moi, vraiment, mais de nouveau. Je sais pas, voilà, là c'est un truc dont on discute mais parlons-en. depuis 1000 fois.
c'est que à chaque fois qu'on parle de Patient 13, t'es là, les gens ont été tellement déçus du scénario. Je n'ai absolument pas ressenti ça du tout. Alors ça pourrait être un sujet en soi. Le ressenti du MJ... Un sujet en soi, Nurgle est paranoïaque. Et a l'impression que tout le monde le déteste alors que c'est faux. La caméra! Non, c'est pas vrai. Mettez dans les commentaires, Nurgle, je t'aime. Et envoyez-lui des photos de vos seins, même si vous êtes des hommes. Ok. Non, mais ça pourrait être un sujet en soi. C'est le ressenti du maître de jeu et le ressenti des joueurs. Moi, vraiment, à la fin de la première séance, je me suis dit, mon Dieu, c'est une catastrophe. C'est le pire truc que j'ai jamais organisé de toute ma vie. Et la deuxième séance, je voulais masteriser, mais en freinant des cas de fer, en me disant, mais qu'est-ce que je suis encore en train de masteriser ça? Franchement, je pense que c'est un jeu de rôle qui ne se prête pas bien au jeu de rôle via... mais absolument. Via un serveur sur Discord, sur n'importe quoi. Absolument, parce que... et ça... un jeu de rôle d'ambiance. Et déjà, ça peut être difficile de poser une ambiance. C'est un jeu de rôle d'ambiance, et il faut justement que les joueurs puissent se faire des petites messes basses, puissent pouvoir parler entre eux, pendant que moi je joue un garde qui est en train de dire patient numéro 63, qu'est-ce que vous faites dans ce couloir? Et pendant que t'en as un qui essaye de s'expliquer comme ça plus ou moins, les autres doivent pouvoir dire ouais merde, écoute, on va se casser par là, on va faire une diversion. Et donc j'avais pas bien choisi mon jeu de rôle. Et je vous ai fait jouer le premier scénario. J'imagine qu'on va raconter. Oui, on va raconter. Alors, si tu as besoin d'éloges, je vais te faire les éloges que je te fais toujours. C'est de même que Vampire Chicago by Night. Ce jeu de rôle te va très bien pour une raison très simple, c'est un jeu de rôle de personnage. Et toi, ce qui te va très bien, c'est de jouer un personnage, d'inventer des voix, d'inventer des personnalités. Et ça te réussit très bien. Je croyais que mon point fort en tant que maître de jeu, c'était de bien connaître les règles et de faire des combats qui se passent bien et fluidement. Et donc les personnages sont très bien. Et pour ça marchait très bien. Par contre, ça prenait beaucoup de temps. Parce qu'en gros, on a discuté avec tout le monde. Et j'ai l'impression qu'un truc qui était censé se faire en 2 séances, on l'a fait en 5-6 normalement, c'est se fait en 3 heures. Voilà. Normalement, c'est parce qu'on a discuté, on a fait plein de roleplay avec tout le monde. C'était normal. Et dans un premier temps, allez, commençons. Présentation du groupe. Présentation du groupe. Donc, chaque joueur a créé un personnage qui avait 2-3 traits de caractère, quelques caracs, et c'est un système un peu à module comme ça, où tu choisis les choses dans lesquelles t'es bonne, les choses dans lesquelles t'es mauvaise, et ça te donne des bonus assez vagues sur quoi ces bonus vont s'appliquer. Alors, je ne me souviens plus exactement. Il y avait Florian. Ouais, tout à fait. Qui lui jouait un... Il avait pickpocket, un petit sec comme ça. Personnage. Non, il était grand. Il était grand et musclé. Et je sais plus quel était son nom, mais je me souviens, c'est que comme handicap, il avait pris complètement myope. Mais myope comme une taupe. Et d'ailleurs, c'était son surnom, c'était la taupe. Puisque tout le monde s'est retrouvé avec un surnom à un moment, puisque personne n'a de nom, tout le monde est un numéro. Et donc, c'est dans ces moments-là que tu te rends compte, quand tu te dis « Ah ouais, je vais faire mon personnage qui est complètement myope, ça va être intéressant. » Non, c'est pas intéressant, ton personnage... Il commence avec un handicap sévère quand il est complètement myope. Mais sinon, c'était un grand baraquet et toujours positif, tu vois. Oui. Dans ce monde ultra glauque, tout droit tiré d'un Tim Burton, lui, il était souvent joyeux et positif, etc., etc. Oui. Moustache, il jouait Staline. Ah, moi, j'allais tourner autour du pot. Mais donc, Moustache m'explique que lui, il va jouer un personnage plutôt petit, un peu bedonnant, entre 2 âges, avec une grosse moustache. Et qui est un manipulateur. Qui est un manipulateur, qui très autoritaire. Qui aimerait bien essayer de mettre en place une révolution dans l'asile, etc., etc. Et il fume la pipe. Et je me dis, et alors il me dit, tu vois pas qui c'est? Et sur le moment, je percute pas, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et il joue, je sais pas moi, le compteur dans Monstres et Merveilles. Ah non, il a pas de moustache. Ça fait longtemps que vous n'avez plus vu le chat, donc... en parlant de moustache... Enfin, de moustache, la moustache, pas moustache, le joueur. Hein. Ça devient compliqué, ces histoires.
Et donc, oui, effectivement, à un moment, il m'a dit, bah oui, mais mon personnage, c'est la réincarnation de Joseph Staline. Ok, d'accord. Certes. Certes. Attends, que jouaient Gigi et Val? Alors, Gigi, c'était un peu plus le voleur... Bricoleur. Euh, Il jouait un bricoleur, ouais. Ouais. Mais je sais plus quel est... Qui chopait du matériel. Et... Il était kleptomane et il avait aucune patience. Chacun ses clichés de personnage. Tout le monde a ses clichés de personnage. Et l'un des clichés de personnage de Gigi, c'est qu'il est kleptomane. Et qui manque de patience. Ouais. Et Val, elle m'avait trouvé un personnage qui était défiguré par des brûlures au 3e degré sur la moitié de son visage. Et le premier truc qui me vient à l'esprit, et ça j'ai souvent, c'est que je me suis dit, mais en fait, il y a déjà un PNJ qui a ça, qui est brûlé d'un côté, mais c'est de l'autre côté. Et sur le moment, je me dis, oh, ça va être bien, je vais faire une histoire comme quoi ils sont... Enfin, bref, sait-on jamais qu'on rejoue... Mais donc, elle s'est rendue compte qu'il y avait un autre personnage qui avait les stigmates de brûlure, mais de l'autre côté. Et bon, bah, comme d'habitude, quand tu as ce genre de choses qui se met en place en tant que maître de jeu, tu en profites et tu mets des éléments de scénario en place. Ouais. Et toi, Gilles, qu'est-ce que tu joues? Alors, moi, le surnom de mon personnage, c'était l'éléphant. Ouais. Et en gros, c'était un personnage un peu tiré de ces clichés qui tournent autour de vol au-dessus d'un nid de coucou. Je pense au gros bonhomme doublé par Michael Jackson dans les Simpsons et machin. C'était vraiment un gros introverti. Un introverti mais ouais, en surpoids. Voilà. C'est comme ça. Donc, en fait, ça, c'est un problème, c'est que moi, j'adore jouer des personnages super, qui parlent beaucoup, qui participent beaucoup. Et donc, je me suis dit, je vais jouer quelque chose de complètement différent. Et donc, je me suis même mis des bâtons dans les roues. Et donc, j'ai joué un personnage qui parlait vraiment pas beaucoup, qui osait pas trop insister. Et donc, j'avais très peu de dialogue. Et si j'essayais de participer aux discussions, j'avais plein de malus et tout. Oui, mais tu te faisais quand même des amis en jouant aux échecs. Voilà. Jusqu'au jour où les méchants gardes t'ont pris ton jeu d'échecs juste pour te faire chier. Mais qui était très intelligent. Et donc voilà, c'était un gros bonhomme très peu sûr de lui, mais très intelligent. Et donc j'ai tout fait pour essayer d'exploiter mes bonus d'intelligence qui ne servaient jamais. Et donc j'étais là vraiment, ok, il faut ouvrir une porte. Si je fais une poulie, est-ce que je peux utiliser mon bonus d'intelligence? Et j'avais tout le temps ça. Ben oui. Et en gros, pour être honnête, en fait, si j'avais eu une meilleure idée de l'univers de jeu, j'aurais pas joué quelqu'un qui avait l'air d'avoir sa place dans un asile, en fait. J'aurais joué quelqu'un qui avait l'air de quelqu'un de normal, qui n'avait pas sa place dans cet endroit. Et je pense que ça aurait été plus intéressant parce que au début, après j'ai un petit peu changé parce que c'était pas possible, mais au début, je jouais mon personnage de façon qui disait un petit peu ben je suis à l'endroit où je devrais être et j'ai pas de raison de me rebeller parce que ils vont me soigner. Ben oui. Et même si ces gens n'ont pas l'air de vous soigner du tout, c'est des barjots. Je tiens quand même à le dire, si jamais vous comptez un jour jouer à Patient 13, mais c'est comme dans toutes nos histoires au coin du D20, on va vous spoiler la première aventure. Est-ce qu'on va vraiment le faire? C'est un de ces jeux de rôle où ça me fait un peu mal de spoiler la première aventure. Exactement. Parce que en fait, ce livre est une campagne. Et donc, et c'est une campagne récente, donc je propose qu'on rentre pas dans le détail. Il y a deux choses à dire. On en a déjà presque trop dit. Mais non, on n'en a pas presque trop dit. Il y a deux choses, comme je disais, il y a deux choses à prendre en compte. C'est que, d'une part, cette aventure, c'est une aventure de 2 pages. Mais vu que moi, je me laisse embarquer dans les idées de mes joueurs, on a fait 3 ou 4 séances. Au plus. Donc, il s'est passé plein de trucs. Et puis, de toute façon, l'aventure n'a pas tourné comme elle devait, puisque vous étiez mis en tête, il faut qu'on s'échappe. Or, un maître de jeu plus strict que moi vous aurait fait comprendre en 2 temps 3 mouvements qu'il n'est pas question de s'échapper de cet asile. Que ça va être votre univers de jeu.
Et la deuxième chose, c'est que la fin du scénario n'est absolument pas celle du bouquin. Je l'ai complètement changée. Ah bon? Ah bah bien sûr, Et le rituel, il y a quand même lieu. Dans le scénario normal, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de monstre. Ok. Donc je dirais simplement... Je te laisse maître de ce racontage d'histoire roi de Davad. Je dirais simplement que cette première aventure de Patient 13, elle est très dirigiste, elle se veut très dirigiste. Moi, c'est pas du tout ce que j'aime masteriser. J'aime pas renvoyer les joueurs dans les clous, même parfois un peu de force. Je préfère que ça déraille et que ça amène le train à un autre endroit. Et puis entre les scénarios, tu corriges le tir. Mais là, vu que c'est une longue campagne, il faut plus. Enfin, et encore, hein, c'est Patient 13. Hein, la folie est partout, donc ça va. Mais je dirais simplement qu'à un moment du scénario. Donc le scénario, c'est un gars de l'asile qui va dire au groupe, écoutez, ouais, je vous comprends, moi aussi je veux me barrer, j'ai déjà essayé de me barrer plusieurs fois. Et ce coup-ci, j'ai le plan parfait. Mais il me faut des ingrédients que je peux pas récupérer sans votre aide. Et c'est des trucs un peu absurdes. Et il y a entre autres aller récupérer des créatures magiques dans la cave de l'asile. Et à ce moment-là, vous aviez encore du mal à y croire. Hein. Ouais. Mais honnêtement, au début, on n'a pas... Je veux dire, moi, pour moi, ce qui a tranché l'aspect surnaturel, c'est quand on a jeté un truc dans une poubelle et la poubelle est un énorme cafard qui vous fait des ordures. Exactement. Pour moi, c'est vraiment le moment où je me suis dit, ok, on est dans The Naked Lunch, Brésil, tout ce que tu veux. Ouais. J'aurais peut-être dû plus vite vous rendre compte que vous êtes dans un endroit qui est paranormal et qui a plus l'air d'un cauchemar dans un film de David Lynch que d'un vrai asile. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut garder dans ce jeu de rôle un petit peu ce côté, tu sais pas très bien si cet endroit est surnaturel ou si c'est toi-même qui es fou. Voilà. Faut garder ça. Et mais donc finalement, il y a quand même une fracture. Je crois que c'est à la fin du deuxième scénario ou au début à la fin de la deuxième séance ou au début de la troisième. Où là, ils se rendent compte vraiment tout ce qu'il y a des créatures surnaturelles dans la cave de l'asile. Et ça vous a déjà fait basculer dans le sens... En fait, si ça veut dire qu'il y a de la magie, donc ça veut dire que le mec avec son rituel, ça peut marcher. Ouais. Mais à la base... Ça a beaucoup changé. Et ça c'est vraiment... Mais ça vient pas de l'auteur du livre, ça vient de notre groupe. C'est jusqu'à la fin, vous étiez en mode, mais il essaye de se foutre de notre gueule. Ça va pas marcher. Moi, je me suis dit, il est fou. Je suis pas sûr que ça va marcher. Et donc, il y a eu deux, trois essais avec, donc on va dire les créatures, ce sont des cocatrix. Il y a des espèces de poulets qui te rendent aveugle si tu les regardes dans les yeux, dans la cave. Et le type leur avait dit, oui, mais j'ai besoin de leur sang pour défaire les dalles de ma chambre et pour... À noter que mon personnage, il avait un truc dans lequel il était très bon. C'était un sac à points de vie, et donc je servais de bouclier pour tout le monde, et je me suis fait déchiqueter. En gros, et donc à un moment, ça commence à marcher, mais et là je peux pas en dire plus parce que sinon je vais vraiment spoiler le scénario pour les gens qui vont le faire. Il se fait que à la toute fin, vous vouliez plus, vous étiez avant, vous étiez en mode, ouais, mais il essaye de nous enculer, ça va pas marcher, il nous balade, il nous raconte des salades, il se fout de notre gueule. Et puis, une fois que vous avez vu qu'il y avait du surnaturel, vous le lâchiez plus d'un pouce. C'était, ouais, en fait, le maître de jeu, il va faire le rituel sans nous et tout, machin. Et ça, je l'avais prévu parce que je vous sentais venir. Et donc, la fin de mon scénario se passe avec le rituel qui marche. Alors les gens qui ont joué à Patient 13, vous devez être en train de vous marrer, parce que c'est pas du tout ça qui se passe à la fin. Mais la fin en pied de nez tragique, qui évidemment est censée arriver dans le scénario normal, on va dire ça comme ça, c'est transformé en un putain d'espèce de slasher. Avec une créature qui est sortie d'un portail. Et en même temps, je me suis dit, mais... ça n'empêche absolument pas le prochain scénario. Et donc, tout le monde était content, je pense. Enfin,
À ma grande surprise, vous aviez l'air content de ce qui s'était passé. Honnêtement, c'est vrai que, bon, voilà, à nouveau, il y a la question du format, parce que c'est un petit peu quand même le sujet de cette vidéo, de parler... Le format n'a pas aidé. Le format n'a pas aidé, d'autant plus que c'est l'un des premiers jeux de rôle qu'on a fait comme ça en truc. On a dû chipoter, chacun a dû un petit peu gérer son matériel, gérer les programmes. Il y en a qui ont des meilleurs sons que d'autres, il y a certains pour chez qui la vidéo marche pas, ou la vidéo s'interrompt. Et donc... C'est pas facile non plus, et ça n'a pas aidé, mais je pense que c'est un jeu de rôle qui a beaucoup de potentiel, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont des grandes expériences de Patient 13, et tant mieux pour vous, et peut-être qu'on aura de futures expériences de Patient 13 un peu plus coulantes, un peu moins forcées que ce qu'on a eu l'impression au tout début. Oui. Mais c'est-à-dire que de toute façon, je crois que les jeux de James Tornade, en tout cas les 3 que je me suis procurés, parce que j'ai lu les bouquins entre-temps, ne se prêtent pas à cette manière de jouer. Ce sont des jeux où il faut de la spontanéité tout le temps, tu vois. Et là, ça ne passait pas. Et donc, à côté de ça, on a un bon exemple. Enfin, moi, j'avais... Moi, j'avais une idée de transition. J'allais dire, oui, mais si Patient 13 ou des jeux de rôle d'ambiance, c'est difficile. Quelque chose qui marche très bien, par contre, c'est Donjons et Dragons. C'est Donjons et Dragons. Eh ben, c'est exactement la transition que j'allais faire. Bon, j'ai dû bosser, hein. Ah bah, tu m'étonnes. Oui. Alors, franchement, j'ai l'impression que tu aurais eu plus facile de faire du carburant pour fusée dans ton jardin que de faire ce programme. On va pas raconter le scénario aujourd'hui, parce que ce sera pour une émission sur Donjons et Dragons, mais on va juste raconter l'expérience. Foundry. On va vous raconter nos expériences, bande de voyeurs. Parce que maintenant, donc, il y a plusieurs virtual tabletop. Donc, il y a plusieurs VTT. Non, il y a plusieurs manières de programmes qui servent à faire des vélos tout-terrain. Oui. Qui servent à faire des jeux de rôle sur Internet qui existent. Le plus connu étant certainement Roll20 ou Roll20, je sais jamais très bien comment l'appeler, qui est très connu et sur lequel que la plupart des actual plays que j'ai fait sur cette chaîne ont été faits sur Roll20. Et il est pas si mal. Mais ce qui m'a directement refroidi, c'est que c'est un programme. Si tu ne payes pas la licence... Si tu ne payes pas la redevance, comment veux-tu te remplir la panse ? Si tu ne payes pas la licence mensuelle pour jouer dessus, tu es un peu limité. Il y a beaucoup de choses auxquelles tu n'as pas accès. Et il y a des petits trucs qui vont pas et que tu peux pas vraiment régler. Essayez même pas d'utiliser, du moins en tout cas quand je l'ai essayé, la vidéo et l'audio sur le programme directement. C'est mal géré, c'est mal compressé. Mais de manière générale, ça marche bien. Voilà, c'est un bon système. Mais pour bien faire, il faut que le maître jeu paye. Vas-y, paye maître de jeu. Il y en a d'autres qui ont été créés. Je sais plus si c'est pas Roll and Play, je pense, qui est en train de se créer. Je me demande si c'est pas un truc français. Quoi qu'il en soit, moi j'ai été tourné. On m'a dit essaye Foundry Virtual Tabletop, donc Foundry VTT. Et honnêtement, voilà, premier problème de Foundry, qui est donc un programme que tu peux acheter, c'est qu'il faut l'acheter. C'est le premier problème, c'est que il est payant. Cher. Et il coûte $60, ce qui n'est pas donné. Mais une fois que c'est payé, c'est payé. Et ça, moi, je j'aime pas avoir des abonnements parce que c'est quelque chose auquel tu dois penser, tu dois te dire à un moment, je vais l'annuler. J'aime bien, voilà, tu l'achètes. Et Foundry VTT, tu l'achètes, et tu ne dois évidemment l'acheter qu'une fois. Hein. C'est pas tous les joueurs qui doivent l'acheter, c'est le maître de jeu, il l'achète et c'est bon. Bah c'est cool, c'est pas trop ruinant. Quoi. Donc c'est l'équivalent d'acheter un jeu vidéo. Ça a plus ou moins les mêmes capacités que Roll20. Le gros avantage de Foundry, c'est qu'il est open source, et donc il y a plein de gens qui ont créé des modules gratuits téléchargeables pour modifier tout ce qu'il faut. Et je veux dire, tu fais des recherches et tu trouves, tu vas dire, mais pourquoi est-ce qu'il ne sait pas faire ça? Tu vas faire une recherche, il y a quelqu'un qui s'est posé la question avant et qui a programmé un module et qui a commencé à le faire. Ouais. Mais là, c'est moi qui ai une question.
Parce que ton Donjons et Dragons dernière édition, t'as dû l'encoder? Ou t'as trouvé un... Les systèmes, la plupart des systèmes connus sont intégrés dans le jeu. Okay. Dans le programme. En anglais ou en français? En anglais. Mais pour Donjons et Dragons, qui est quand même le jeu de rôle le plus connu, il y a beaucoup de traductions. Et donc, j'ai téléchargé le module traduit en français. Ah oui. Alors, il n'est pas parfait, mais il est... mais donc t'as rien branlé, en fait. Je t'emmerde. Et pour Donjons et Dragons, ce genre de cette façon de jouer, si le maître de jeu se casse un peu le cul pour créer des cartes, télécharger des cartes, faire des jetons et tout, c'est génial. C'est super pratique. En fait, c'est limite plus pratique que de jouer autour d'une table. Alors, pour la carte, pour gérer la carte. C'est vraiment le meilleur... Enfin, c'est la réflexion qu'on se faisait avec Gigi la dernière fois. Le meilleur des mondes, ce serait d'être autour d'un gigantesque écran d'ordinateur. Alors, je pense sérieusement. Ou d'avoir un gros iPad. Et je pense sérieusement aux prochaines séances, on l'a fait ici. J'ai mon portable sur le côté et je mets mon écran d'ordinateur devant l'écran de jeu de rôle. Et comme ça, vous avez la carte. Parce que c'est un petit peu embêtant pour bouger, mais c'est une solution. Ouais, mais en même temps... Et mes figurines? Normalement, j'ai participé à un crowdfunding avec des plans, des trucs, machin. Et donc le truc qui n'arrivera jamais. Si, ça va arriver fin de l'année. Fin du millénaire suivant. Fin de l'année. Il y en a, en fait, j'ai participé à un autre, il y a 4 ans, qui n'arrivera jamais. Mais il y en a un qui va arriver fin de l'année. Bref, ça sert à rien que je vous fasse la pub pour ça, parce que c'est un crowdfunding, ils ne le font plus. Pour Donjons et Dragons, Foundry, j'étais très agréablement surpris. Et il se combine très bien avec un autre programme qui coûte, je crois, une vingtaine d'euros, qui s'appelle Dungeon Draft. Et donc, je vais te mettre tout ça dans le... C'est quoi? C'est pour avoir toutes les figurines et tous les tokens? Alors, Dungeon Draft, c'est un créateur de plans. Ah. C'est un espèce de Photoshop, j'ai envie de dire. Enfin, donc, c'est un truc. Tu te dis, OK, le fond, ça va être de l'herbe. OK, il y a un bâtiment qui fait cette taille-là. Tu as les carrés. Tac, tu cliques sur les carrés. Le bâtiment se crée tout seul. Ok, et t'as plein de petits outils. D'accord. T'as plein de... Ok, donc là, je vais mettre un tapis, un lit, un pot à caca, parce que j'adore les pots à caca, je sais pas pourquoi. Et les toilettes aussi. Oui. Il n'y a jamais de cabane sans la... Enfin, il n'y a jamais de maison sans la cabane au fond du jardin. Et donc... Et en plus, les deux sont associés. Donc, si tu télécharges le module Dungeon Draft sur Foundry, tu peux télécharger la carte que tu as créée dans Foundry, et il va automatiquement mettre les murs. Parce que ça, c'est un truc que je trouve assez cool quand même visuellement, c'est que dans Foundry, tu peux créer des murs donc, pour limiter la vision des joueurs. Moi, je vois jamais les choses de votre côté, donc je sais pas très bien ce que vous voyez. Ah non, mais c'est parfait. Hein. Notre vision, on ne voit que depuis notre pion. Voilà. Donc si à un moment on passe un mur et qu'il y a un kobold juste derrière en train de faire... on le voit à la dernière seconde quand on a fait notre mouvement. Ouais. Oui, mais donc ça demande quand même beaucoup de boulot. Ça demande du boulot de préparation. Moi j'ai trouvé ça plutôt fun à faire, honnêtement. Mais là on parle déjà de 70 € dépensés. Il y a aussi un chouette site qui s'appelle 2 Minutes Play, je sais plus très bien, je vais le mettre dans la description, qui est un gars qui a gagné sa vie en disant « Ok, je vais faire des plans et des petits objets à mettre dans Dungeon Draft. » Et donc, et il y en a plein qui sont téléchargeables gratuitement. Il y en a plein. Et donc, tu peux vraiment aller sur son site. Et parfois, il te fait payer $1 ou $5. Mais... Voilà. Ça coûtait déjà assez cher avant de jouer au jeu de rôle. Honnêtement, expérience Donjons et Dragons, ça marche très bien. Et comme Donjons et Dragons, c'est un truc où t'as plein de pouvoirs, t'as plein de sorts, eh ben t'as ça sur ta feuille de personnage, c'est préfet, tu cliques, tu lis la description. Non mais c'est vrai, c'est assez pratique et effectivement, ça fait que les combats... Je veux une bière. Ah pardon. Les combats qui effectivement sont relativement longs, parce que ça peut parfois durer 1 heure, un combat, 1h30. Ici ça va, ça passe mieux, tout le monde sait où il est vu qu'il y a une carte en permanence, tout le monde sait où se trouvent ses pouvoirs, il n'y a pas de ah oui c'est quel dé que je dois jeter, t'appuies sur je fais mon jet et ça fait ton jet pour toi quoi. Premier module qui est pour moi extrêmement important d'un point de vue ambiance, c'est
des dés 3D qui sont lancés devant toi. Donc des dés virtuels. Ah oui, 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 oui. Parce que, honnêtement, quand tu cliques, tu te dis, ok, je vais faire un jet de force, et que tu as juste un chiffre qui apparaît, C'est pas satisfaisant. c'est le mot, satisfaction. C'est pas satisfaisant. Et on a eu ça pour Dragon Ball, et je pense que l'expérience aurait été meilleure, entre autres si vous avez vu les dés, avec le côté relance des dés, si tu fais le maximum et tout. Mais ne t'inquiète pas. On va parler un peu. Là, tu as l'air d'être comme moi après Patient 13 avec ton Dragon Ball. Mais, honnêtement, voilà, Donjon Dragon, avec Foundry plus Dungeon Draft, très bonne expérience. Attention, c'est très pompant d'un point de vue... Pompant. Ce pompant. D'un point de vue connexion Internet. Ce que cet homme essaie de vous le dire, c'est que c'est lourd point de vue de votre connexion. Ça bouffe toute la bande passante. Et donc... Oui, on n'a pas pu rester sur Discord, en fait, du coup. L'optimisation que j'ai trouvée, c'est que déjà Discord, c'est très bien pour plein de choses, mais c'est de la merde en gestion vidéo. Et donc, ça te bouffe toute la bande passante pour la gestion de la vidéo quand on est 6 sur Discord. Et Foundry bouffe beaucoup aussi parce que, en fait, le maître de jeu, sur son ordinateur, crée un serveur. Et donc, les joueurs vont via ce serveur, et donc quand tu as 6 connexions en même temps, surtout à plus Discord avec toutes les vidéos et tout, le premier scénario qu'on a fait, c'était ultra... C'était saccadé. C'est ultra saccadé. Ouais, après, c'était pas facile. J'ai pas la fibre, si vous avez une meilleure connexion que moi, peut-être que ce sera parfait. Ma solution, ça a été de 1, je sais que je vais pas payer ça longtemps. J'aurais pas fait si jamais je savais que j'allais faire ça toutes les semaines, mais comme je sais que c'est juste le temps du confinement, qui ne va pas durer longtemps. Qui ne va pas durer longtemps, bien entendu. J'ai loué sur un site partenaire de Foundry qui s'appelle The Forge un serveur en ligne. Et donc ça coûte environ 4-5 euros par mois. Donc c'est quelque chose que j'aimerais bien ne pas payer, mais je sais que c'est temporaire. Et puis il faut jouer. Hein. Et donc il faut trouver des solutions. Ouais. Déjà, ce n'est pas mon ordinateur qui sert de serveur, donc ça m'allège un petit peu ma connexion. Et ensuite, comme Discord, c'est quand même assez pourri pour ce genre de choses. C'est fait pour... en gros, c'est fait pour des Californiens qui ont la meilleure technologie. On est passé sur Google Meet. Vous pourriez aller sur Zoom, sur Skype, j'en sais rien, n'importe quoi. Parce que, en fait, je me suis tourné vers Google Meet parce que je sais qu'on a tous un compte Google et parce qu'on peut diminuer la qualité vidéo. Oui, enfin, qui n'a pas un compte Google maintenant ? Des gens. Mais moralité... Discord bien, mais quand vous devez faire tourner Foundry à côté, c'est lourd pour la connexion. Et en plus, écoute, quand on fait un jeu de rôle, j'ai madame qui regarde Netflix, et donc forcément ça bouffe de la connexion aussi. Effectivement. Ouais, j'étais en train de me dire, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour continuer à faire du jeu de rôle quand même. Donc ça, c'était mon expérience du confinement et comment j'ai réglé des choses. Mais il faut avouer que Foundry, c'est très chouette pour gérer des personnages de Donjons & Dragons qui sont sur leur petite carte et qui font leurs 9 mètres de déplacement et qui ont leur gabarit de dégâts. Et ça marche très bien pour ça. Parce que maintenant, t'es parti dans une longue diatribe. Hein, j'étais en train de me dire, il y a quoi comme système sur ce Foundry ? Alors déjà, il y a le système générique, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, que j'ai utilisé pour créer le jeu de rôle Dragon Ball. J'ai commencé à chipoter pour essayer d'implémenter le système des critiques dedans, mais j'ai pas encore les bonnes notions de programmation. Faudra peut-être que je tourne vers quelqu'un extérieur, honnêtement. Il y aurait peut-être moyen, du coup, de jouer à des jeux qui nous étaient impossibles de jouer de par la complexité et le velu de certaines règles. Il n'y aurait pas Shadowrun là-dedans. Il y a Shadowrun, je suis sûr à 90%, il me semble que je l'ai vu dans les systèmes, mais... Ça n'empêche que c'est trop touffu. Foundry simplifie la gestion d'une carte. Et ça ne simplifie pas grand-chose pour le reste. D'accord. Oh, j'ai cru pendant 2 secondes. Mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui s'amusent beaucoup sur Shadowrun, sur Foundry, bien entendu. Je vais aller voir un petit peu ce qu'il y a là-dessus, parce que, oui, effectivement, je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra se revoir tous ensemble pour jouer, donc... On n'est pas sponsorisé, hein,
par Foundry, c'est juste que c'est ce que j'utilise et c'est ce que j'ai le plus apprécié dans les différents programmes du genre que j'ai utilisés. Tu n'es pas sponsorisé par Foundry qui coûte seulement $50 ? 60. Ah oui, 60, merde. Ouais. Et voilà, la prise en main est relativement facile, je trouve. Ça va. Il y a quelques vidéastes qui vont t'expliquer quoi faire, comment faire. Ouais. Et des bonnes recherches de modules. Et évidemment, comme tout dans ce genre de choses, parler un minimum anglais aide beaucoup. Parce que avant de télécharger les traductions du module Donjon Dragon, il faudra passer en anglais. Il faudra trouver le module. Voilà. Et il y a des petites questions de programmation que je maîtrise vraiment pas, qui peuvent aider. Si jamais vous êtes programmeur, ça aide, ça facilite. Parce que tu peux vraiment programmer un bouton pour dire ça, ça, ça. D'ailleurs, peut-être que je contacterai l'un d'entre vous pour m'aider pour des boutons du système des critiques. Voilà. Et donc, vous pouvez faire tout ça, ou alors vous jouez tout seul au jeu de rôle. C'est-à-dire que vous créez 4 personnages, vous créez une aventure, et vous jouez seul avec vous-même. Ça s'appelle un livre dont vous êtes le héros. Mais non! Mais ouais, effectivement. Juste en 2 mots, Dragon Ball, la première expérience, je pense déjà que ça aurait été beaucoup mieux s'il y avait eu les dés qui étaient apparus. Et donc vous pouvez évidemment aller jeter un œil au système Shonen Go. Mais je me suis rendu compte, donc il y a déjà quelques petits trucs que j'ai changés, c'est que je vous ai mis directement dans une mauvaise ambiance en vous faisant une première confrontation complètement disproportionnée. Mais j'en sais rien, parce que c'est toi qui as choisi les caractères des monstres. Ouais. Mais je me suis dit, vous êtes 4 contre 2, je vais monter leur niveau, parce que c'est vraiment un système à niveau. Écoute, je suis content de voir que y a encore moyen que parfois tu te trompes sur la difficulté. En gros, nos personnages arrivent quelque part. Alors, il y a 8 personnages pré-tirés, et vous avez pris les 3 plus faibles sur les 8. Parmi dans le groupe de 4. Je prends un Namek, ils sont pas si faibles les Namek. Et c'est parce que il est pas faible en soi, c'est juste que c'est un petit peu, il a aussi des pouvoirs magiques, donc il est moins bourrin que le Saiyan. Et en même temps, si tu veux une popper team, il faut dire à quelqu'un de prendre un plus fort, un moins fort. Donc prochainement, Actual Play, je vais regrouper tout le monde et je vais dire, ok, voilà les personnages, essayez un petit peu de les équilibrer. Et donc, on est, je sais plus exactement ce qu'on faisait, genre, oui, oh là là, il y a des trucs qui ont l'air méchants. On y va. C'est 2 crocodiles géants. Tu allais dire quelque chose. Ça me fait mal parce que je me dis quand je ferai l'Actual Play, je pourrais pas mettre les musiques officielles. Parce que ça mettait une bonne ambiance quand même. Bon, tu dois pouvoir trouver des fausses musiques de shonen. 2 crocos géants. On se dit ouais, on va les exploser en 2 secondes. On a failli tous mourir sur les deux premiers trash mobs que Juste nous a mis. On était en mode putain, est-ce qu'on fouille pas, tu vois. T'es dans un jeu de rôle Dragon Ball, t'es censé te sentir surpuissant. Mais je suis sûr qu'en plus, à côté de ça, si on avait eu les personnages plus bourrins du groupe, eh ben, on les aurait butés beaucoup plus facilement, tu vois. Oui, il y a c'est ça qui me dérange un peu dans le jeu, c'est le côté... Enfin bon, bref. Je veux dire, t'avoir un petit peu des personnages de combat et des personnages un peu moins de combat. Oui, mais parce que je veux dire... Ça casse l'unité du groupe. Je veux dire, c'est le cas dans tout jeu de rôle. T'as toujours des personnages plus de combat, des personnages moins de combat. Je suis d'accord. Mais des personnages qui sont incapables de faire quoi que ce soit en combat... En même temps, vous avez fait des jets de merde aussi. Ça n'aide pas. On a fait des jets de merde, c'est vrai. Mais j'ai rééquilibré un petit peu la différence de niveau. Et voilà. Il a corrigé les crocos. Et cette première rencontre, je l'ai vraiment baissée pour que... L'idée, c'est que les gens puissent tester leur pouvoir. En fait, je me suis dit, ils sont sur une planète étrange, je vais mettre des prédateurs et ça va être un premier combat intéressant. Et en fait, j'ai mis des prédateurs trop forts, alors que comme c'est un one-shot, ce scénario-là, en tout cas, était un one-shot, j'aurais juste dû mettre un truc sur lequel vous allez, pour une première fois, tester vos pouvoirs et qui allait crever en 2 secondes. Ben oui. Et c'est ce que je ferai la prochaine fois. Bien joué. Rendez-vous bientôt. Mais... oui, sur les jeux de rôle via Internet, je n'ai plus grand-chose à dire, moi. Mettez des dés virtuels, parce que, par exemple, mon système pour Dragon Ball, c'est un système où quand tu fais le maximum sur un dé, tu le relances. Et c'est cool, franchement, tu fais un 6, t'es là, waouh, putain, j'ai fait un 6. Waouh, oh, j'ai encore fait un 6. T'as ce côté excitant. Tandis qu'ici,
tu étais devant le truc. Enfin, tu fais pas comme ça avec ta main, tu fais clic. Tu cliquais sur un bouton et tu faisais, ah, j'ai fait 21, mais c'est oui. bien. Et j'étais là, waouh, 21 avec un D6, c'est bien. C'est formidable. Et Il faut le petit bruit et le dé il qui faut- apparaît à l'écran. voilà. Honnêtement, le jeu de rôle, c'est aussi un peu ça. C'est aussi un petit peu ce côté Las Vegas. Après, À fond. il n'y a pas que ça. Hein. Je veux dire, tu peux faire un jeu de rôle super narrativiste qui peut vraiment marcher. Mais il y a... Bah, même quand tu fais des jets de charisme, tu lances non, tes dés en mode... Je veux dire, un jeu de rôle où tu as un système, tu ne lances pas de dés, ou alors les lancer de dés ont peu d'importance, c'est complètement faisable. Mais dans la plupart des jeux de rôle auxquels je joue et les jeux de rôle que je crée, parce que c'est quand même quelque chose que j'aime bien, il faut avoir, conseil du jour, ce côté Las Vegas, où tu es là, oh putain, j'ai fait un truc de malade! Pourquoi tu crois que je lance mes dés par le bas de ma main comme ça? Parce que tu es un prétentieux. Et que tu dois les faire claquer sur l'écran du maître de jeu. Bon, tu me diras, c'est virtuel, mais c'est plus ou moins ça. Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire sur le jeu de rôle en ligne, donc on va bientôt parler de vampires, de Donjons et Dragons et tout ça. Dans une prochaine émission. Mais... Ne leur donne pas des faux espoirs. Non, dans une prochaine émission, bien sûr. Mmh. Mais tout ça pour dire, je trouve quand même que c'est beaucoup plus sympa de se retrouver autour d'une table. Dit-il après avoir fait 20 minutes de diatribe sur J'essaye de trouver le Donjon et Dragon. La meilleure solution, et Non mais t'as raison. Pour un jeu de rôle comme Donjons et Dragons, avoir un programme qui te gère pas mal de choses, c'est très pratique, mais on perd un côté social qui sort du jeu de rôle en fait. On perd de l'expression. On perd dans son expression, dans l'expression de son personnage. Oui. En spontanéité. En spontanéité, mais aussi en expression. Quand tu joues ton personnage, ça vient directement comme ça sort de ton esprit. Si tu dois te dire, ah ouais, est-ce que j'interromps pas quelqu'un? S'il y a une fraction de seconde qui s'est passée, tu as déjà perdu la spontanéité de ton personnage. Et ce qui est bien triste, mais je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Ça a été un des problèmes dans le jeu de rôle Dragon Ball. Je me suis dit, ok, c'est un one-shot, il faut que ça finisse en une fois, il faut que ça aille un peu vite. Et en plus, je maîtrisais pas le programme du tout. C'était la première fois que j'utilisais. Et t'as bien remarqué que dans Donjons et Dragons, je suis beaucoup plus descriptif, beaucoup plus expressif. J'essaie essayer d'en faire des tonnes. Parce que franchement, être devant un écran, c'est déjà un filtre émotionnel. Et donc, il faut en rajouter. C'est comme quand tu joues un personnage au cinéma, il faut surjouer. Il faut pas hésiter à surjouer. Il faut en rajouter pour que les gens y croient. Quoi. Et pour ça, par exemple... Bravo. Et l'Oscar revient juste. Je me regarde pas mal d'actual play de Critical Role pour le moment, et le maître jeu, il est très, très descriptif. Et je vois à quel point ça aide. Tu dois le faire. Mais moi à la base j'allais dire il faut le faire même quand t'es autour d'une table, mais il faut particulièrement le faire quand t'es devant un écran quoi. Ouais. Et oui, et donc moi c'était un de mes problèmes que j'ai eu dans ce jeu de rôle Dragon Ball, c'est que j'étais tellement en train d'essayer de gérer plein de trucs que je ne maîtrisais pas, que Gigi a eu tout à fait raison, que franchement, quand vous faisiez même un petit jet de dégâts, il fallait que je décrive à quel point la route était défoncée par le recul du personnage et machin comme ça. C'est question de description, c'est une question d'ambiance, et donc si jamais vous utilisez le système Shonen Go... C'est pour ça que dans le dernier Donjons et Dragons, c'était même toi qui disais « Oui, je vais décrire ton action ». Pas forcément, je vais essayer d'écrire si jamais vous vouliez, mais parfois je vous sentais un petit peu... Non, mais c'était, moi, à un moment, je m'étais dit, on va essayer d'accélérer le combat, et donc je ne décrivais pas mon action, mais si je peux décrire mes actions, je le fais à chaque fois. Si ça s'y prête, bien sûr. Ah ben voilà. Voilà, oui, alors j'explose la tête du monstre. Oui, mais Nurgle, tu as fait un 1 naturel. Non, mais c'est pas grave. Avec un coup de pied, génial, je lui défonce la gueule. Mais t'es obligé de me dire que j'ai raison parce que j'ai décrit mon action. Ça me rappelle des gens dans nos premiers jeux de rôle où c'était vraiment... Alors je tire ma flèche, mais je vise l'œil. Ok, je lui fais 2 points de dégâts, mais c'est pas grave, parce que en fait j'ai touché dans l'œil, donc il est mort. Et le maître de jeu devait lui dire, non, c'est pas comme ça que ça marche. Oui, alors je tire mon flingue sans viser. Oui, non, mais ça marche pas, t'as des malus. Oui, mais en fait, j'ai utilisé mon bras spécial, machin. Équilibre difficile à trouver en étant épique, sans être complètement illogique non plus. Les descriptions qui sont censées tout rattraper.
Et les historiques qui font que tu as des objets magiques au départ. Et que tu es le fils du roi. Et que tu as déjà combattu 3 géants alors que tu es tué par un gobelin. Quand j'avais 12 ans, j'ai tué mon premier dragon noir. Voilà, moralité. Donc, on sait que ça faisait vraiment longtemps, mais honnêtement, on est en train de se réinventer, là. Ah, il y a de ça. Ah, il nous reste encore du vampire à raconter. Oui. Il nous reste Rêve de dragon. On va faire aussi quelques émissions Earthbound, fourre-tout. on ne sait pas trop ce qu'on va en faire, mais... On va faire quelques émissions fourre-tout pour des jeux de rôle sur lesquels on a moins inventé. On avait prévu aussi de faire des trucs avec les joueurs, mais ce sera post-confinement, parce que là, on peut pas. J'espère qu'on vous a pas tellement donné des bons conseils, pour être honnête. On vous a fait participer de notre expérience. Exactement, les mots sont là. Et moi, je trouve que nos conseils sont très bons, de perso. Et on fait comme on peut avec la situation actuelle. Et je suis sûr que certains d'entre vous ont des expériences beaucoup plus développées et beaucoup plus intéressantes du jeu de rôle en ligne. Mais n'hésitez pas à nous donner vos techniques, à faire participer tout le monde dans les commentaires si vous avez des meilleures techniques pour jouer au jeu de rôle par Internet, quoi. Voilà. Et nous, c'est ça, ou alors on se met au macramé, et on fait zone macramé. Zone macramé. Histoire au coin du macramé. Ce qui pourrait être intéressant, histoire au coin du macramé. Ouais. Mais on a quand même hâte de se retrouver autour d'une table et ça nous facilitera les choses. Même organiser quelque chose comme ce soir pour se retrouver, c'est pas facile pour le moment. Et oui. Et voilà. Ah, mais il fallait pas mettre cette note triste. Parce que sinon, comment veux-tu que je dise à la prochaine? Non. Vas-y, quelque chose de bien. Gonshu. Que fais-tu? Eh bien, Gonshu... Tout le monde se souvient de Gonshu? Vous vous souvenez de Gonshu? Gonshu, je pense qu'il va bien et il va avoir une vie extraordinaire dans ce nouveau monde de Donjons et Dragons. Il va trouver son âme. Et je te dis, il va faire la rébellion des Forgeliers. Mais ça, c'est une autre histoire. Et sur ce, on vous dit à la prochaine! Bye 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 bye!